Bonjour à tous. Alors, donc, hop. Bonjour, bonjour. Alors, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, si vous êtes ici pour ce live. Hop. Je regarde un peu. Donc, bonsoir. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Mettez un petit commentaire ici en dessous. Bonsoir Eric. Ok, donc vous arrivez déjà. Hop. Bonsoir Caroline. Donc n'hésitez pas si vous me voyez, si vous m'entendez, vous êtes déjà un grand nombre en ligne. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Sylvie, bonsoir Estelle, bonsoir Émilie, bonsoir Lauriane, bonsoir San, Weida. Alors, n'hésitez pas. Bonsoir Claire, Thierry, Céline. Donc a priori, vous m'entendez, vous me voyez. Donc pas de problème. Images et son parfait pour Caroline. Vanessa, Marie-Christine, bonsoir à tous et à toutes. Hop. Donc Émilie, on entend bien. Cindy, ok pour le son, l'image. Anastasia, Sabrina, Aline, Léa, Gazelle. D'accord, vous êtes déjà plus de 100. Alors, j'ai dit que je commençais le live à 18h, donc on a le temps pour essayer de dire bonjour. Enfin, bonsoir, puisque 18h. Ok, bonsoir Isabelle, Christelle. Bien, super. Donc, on se retrouve pour le deuxième rendez-vous. Bonsoir Catherine, autour des questions-réponses sur le TDAH. Donc, l'objectif est de pouvoir échanger sur cette question. Malika, bonsoir. Donc ça fonctionne très bien, son et image, super. Alors, donc, comme le mois passé, donc l'objectif c'est de faire un live par mois sur la question du TDAH pour que je puisse éventuellement répondre aux questions que vous vous posez autour du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, je me mets à votre service, entre guillemets, sur les questions. Bonsoir Odette, bonsoir Athéline. Désolé si je prononce mal. Donc, bonsoir Evelyne, donc vous êtes déjà plus de 100. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Noël. À suivre ce live. Donc, n'hésitez pas, c'est le deuxième rendez-vous. Donc on en a fait un en janvier, un en février. L'objectif, ça va être d'en faire un tous les mois pour répondre en gros à vos questions. Donc bonsoir Rachel, bonsoir Mathilde. Je suis à votre disposition pour l'heure qui arrive, donc entre 18 et 19 heures. N'hésitez pas, vous posez les questions que vous avez et moi de mon côté, j'essaye, si je peux en tout cas, de répondre à ces questions autour du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, je suis là, à vous les claviers, à vous de me dire en gros ce qui vous pose question aujourd'hui sur le TDAH, sur les troubles associés éventuellement, sur des choses que vous rencontrez au quotidien, que vous avez envie de partager également. L'objectif, c'est d'avoir un échange autour de ce trouble ensemble ce soir de 18 à 19 heures. Donc, bonsoir Céline, bonsoir Rémi, bonsoir Isabelle. Et donc, je vois les questions arriver. Bonsoir Ouda.
Donc les questions arrivent. Bien. Alors, de manière globale, je sais déjà que je n'aurai pas forcément l'occasion de répondre à tout, mais je vais essayer. Alors, si je ne sais pas, je vous le dis franchement. Et donc, on va commencer effectivement par la première question d'Aline. Donc, avez-vous la connaissance d'un lien entre TDAH et syndrome de déficience de proprioception, comme pour les dyslexiques? Alors, c'est pas du tout ma spécialité, cette question, mais je sais qu'il y a eu des travaux en psychomotricité notamment sur des aspects de proprioception dans le TDAH. J'ai pas les ressources là dans la tête, j'ai pas les auteurs en tête, mais je sais qu'il y a eu des travaux sur le sujet. Maintenant, on est plus dans un cadre de domaine de recherche, à mon avis, bien plus que vraiment d'évidence sur la question, et notamment de ce qui pourrait en découler, c'est-à-dire une prise en charge autour de la proprioception dans le cadre du TDAH. On n'en est clairement pas là. Donc, je sais qu'il y a eu des travaux sur la question, il faudrait que je retombe dessus, et j'essaierai de vous mettre ça en réponse, Aline. Alors, bonsoir Marie-Magali, Inès, Malika... Et donc, je continue sur les questions. Alors, Caroline, je suis orthophoniste libérale et maman d'un enfant de 10 ans avec TDAH, HPI et surtout un top. Je me pose la question sur le recours au neurofeedback. Qu'en pensez-vous? Que le neurofeedback, dans toutes les recherches que j'ai pu voir, c'est prometteur, mais qu'on n'a pas de résultats dans les études qui sont bien menées sur le sujet. C'est-à-dire que dans les études d'analyse en gros avec des essais randomisés en double aveugle, donc ce qu'on fait en médecine pour la validité des médicaments et ainsi de suite. Aujourd'hui, le neurofeedback, c'est 0 résultat dans le cadre du TDAH, mais littéralement 0. Pour toutes les études qui ont montré des tendances d'efficacité dans le TDAH, le problème c'est qu'il y a tellement de biais souvent dans ces études que c'est difficile à généraliser, ça c'est un. Le matériel qui est utilisé dans ce type de recherche est déjà très spécifique et très variable d'une étude à l'autre. Et en plus, ça n'a rien à voir avec ce qui est souvent utilisé par les cliniciens aujourd'hui. De plus, il faut se poser la question de la formation aujourd'hui au neurofeedback qui est quand même extrêmement limitée. Et donc, les recherches sont claires sur le sujet, c'est quelque chose de prometteur qu'il faut suivre dans le temps, mais faire attention à ne pas se lancer à tête perdue là-dedans, quoi. Clairement, aujourd'hui, on a des recommandations qui sont tout autres dans le TDAH. S'il n'y a rien qui fonctionne, pourquoi pas du neurofeedback, mais clairement pas en première intention. Donc, je pense que dans le temps, ça va suivre. Il y a 2 gros protocoles de recherche qui sont sortis aux États-Unis fin 2020, qu'ils vont tester 2021-2022. On aura des résultats qui sont quand même beaucoup plus solides, en tout cas pour se positionner par rapport à l'efficacité globale du neurofeedback. Donc, je pense qu'il faut juste attendre un petit peu, de voir, de chercher des bonnes formations sur le sujet, parce qu'à mon avis, se former au neurofeedback, ça se fait pas en 4 ou 5 jours. C'est quelque chose qui doit être solide, hein. On parle quand même de G quantitatif. Personnellement, j'ai une expérience en neurochirurgie avec justement des études sur l'épilepsie et l'utilisation de EEG. J'ai travaillé presque 1 an là-bas. Je sais toujours pas lire parfaitement un EEG. Donc l'utilisation de l'EEG quantitatif dans le cadre d'une prise en charge aujourd'hui, sans formation ultra spécifique, me semble un peu hasardeuse. Mais pourquoi pas? Donc voilà un petit peu. Alors bonsoir à tous les nouveaux arrivants, hein, évidemment. Donc je suis le flot de questions. J'aurai sans doute pas le temps de répondre à tout, mais j'essaye de suivre. D'accord? Donc n'hésitez pas, de toute façon, comme la dernière fois, après le live, je referai un tour de toutes les questions que vous m'aurez posées et j'essaierai d'y répondre également, même si c'est pas en direct. Donc n'hésitez pas, évidemment, par rapport à ça. Alors, Magali, les troubles de l'anxiété sont-ils liés au TDAH? Alors, de manière générale, il faut savoir que le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, seul, c'est relativement rare. Et c'est clair que la comorbidité, donc la présence de l'anxiété avec le TDAH, c'est quand même assez fréquent, hein. On parle de 25 à 30% de présence d'anxiété chez les patients qui ont un TDAH. Donc, oui, on peut avoir ce lien qui est assez marqué. Par contre, il nous faut un bon diagnostic différentiel, de ne pas confondre les deux.
Pourquoi? Parce que l'anxiété, ça va se manifester au travers de symptômes qui sont assez proches du TDAH, notamment des difficultés attentionnelles, de l'agitation, de l'irritabilité. Mais la grosse différence entre de l'anxiété et le TDAH, c'est la pensée anxieuse. Cette idée que on a une forme de pensée qu'on n'arrive pas à contrôler et qui tourne en boucle. Donc c'est les aspects de rumination qu'on peut retrouver dans l'anxiété. Et ça, en fait, forcément, ça décale notre attention par rapport à la vie quotidienne. Et donc, potentiellement, le symptôme à la sortie, c'est être inattentif. Mais, potentiellement, ça se lie aux deux. L'idée, c'est souvent que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, donc il se développe dans le temps. L'anxiété, souvent, elle apparaît à un moment, elle se maintient, et après, ça fluctue selon les événements qu'on rencontre, et ainsi de suite. Donc oui, ça peut être lié, ça peut être présent ensemble, sans que ce soit lié directement. Et il faut faire attention parce que TDAH peut masquer de l'anxiété. En tout cas, ça peut mimer de l'anxiété. Et l'anxiété peut mimer le TDAH puisque la symptomatologie, les comportements qui sont présents peuvent être relativement les mêmes. Céline, est-ce que j'ai des lectures à conseiller par rapport au diagnostic TSA-TDAH? Oui, moi je peux vous conseiller, en gros, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, si vous voulez, sur le diagnostic, l'évaluation du TSA, le guide du clinicien. Dedans, vous avez des éléments de diagnostic différentiel. Il y a l'excellent bouquin DSM-5, le diagnostic différentiel, qui permet en fait d'avoir des tableaux récapitulatifs de différentiel, mais également des schémas de différentiel avec certaines questions qui vous disent si c'est ça, vous êtes plutôt dans ce trouble-là, attention, non, c'est pas ça, ok, vous êtes plutôt là-dedans. Et vous avez un tableau différentiel entre les différents diagnostics. Donc oui. Vanessa, j'ai un fils TDAH, il est en cours de diagnostic pour multidis, est-ce que la médication est systématiquement obligatoire? Non. En fait, les recommandations internationales de prise en charge, ce qu'elles vous expliquent, Vanessa, c'est la première chose qu'on met en place, c'est de la psychoéducation. Donc, on va expliquer le trouble aux parents pour qu'ils soient capables de s'approprier aussi le fonctionnement de leur enfant. On va travailler sur l'hygiène de vie de manière générale. Dans le cas de difficultés comportementales, on va travailler directement avec les parents. Donc là, on n'a toujours pas travaillé avec l'enfant. Donc, psychoéducation, travailler avec les parents. Ensuite, si le retentissement, donc l'impact que le TDAH a au quotidien, est difficile, la médication peut s'envisager. La médication va s'envisager quand on vous aura expliqué les avantages et les inconvénients de la médication et que vous aurez tous les éléments pour faire un choix éclairé par rapport à cette prise en charge. Une fois que vous aurez ça, vous décidez en tant que parent si oui ou non vous souhaitez la médication pour votre enfant. C'est un choix que les parents ont, si on leur explique convenablement les éléments. C'est un petit peu ça l'idée. Et en parallèle de cette médication, on recommande souvent des prises en charge annexes par rapport aux troubles associés au TDAH. Donc ce n'est pas systématiquement obligatoire parce que ça dépend du retentissement, de quel impact ça a vraiment au quotidien et avec quelle thérapie on va le mettre en place. Donc c'est ça qu'on va viser. Y a-t-il une solution pour lutter contre le TDAH dans la nourriture, sans gluten par exemple? Alors, non. Aujourd'hui, on n'a pas d'études qui nous montrent qu'un régime alimentaire en particulier a une efficacité sur le TDAH, ni même sur l'intensité du trouble. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'hygiène de vie de base, c'est-à-dire qu'une alimentation équilibrée, une alimentation qui n'a pas d'excès dans tous les sens, donc qui est bonne pour l'ensemble de la population, a cette capacité à gérer l'intensité des troubles dans le TDAH. Donc potentiellement, c'est sûr que si vous avez un enfant qui a un TDAH, que vous le gavez de sucre, de colorant, et ainsi de suite, c'est pas bon pour sa santé, et ça peut faire exploser certains symptômes, comme l'inattention, l'hyperactivité, ainsi de suite. Mais c'est pas lié au TDAH, en fait. C'est que c'est comme ça chez tout le monde. Et que forcément, quand vous avez déjà un taux éventuellement d'agitation à un moment donné, ça risque de faire monter encore plus les symptômes. Donc, on ne lutte pas contre le TDAH avec l'alimentation. Le but, c'est d'avoir une hygiène de vie la plus adaptée possible, qui passe entre autres par l'alimentation, mais également par le sommeil, l'activité physique, et également la gestion excessive éventuelle d'écrans qui peuvent poser des problèmes. Donc oui.
Alors, Claire, j'ai parfois en consultation des enfants qui ne tiennent pas en place, réalisent la plupart des épreuves debout sans difficulté. Attention à observer en bilan, une amélioration est notée d'après les parents. À l'école, il n'y a pas de plainte particulière, à part l'agitation, l'hyperkinésie. Est-ce qu'on peut avoir une simple hyperkinésie sans TDAH? Que pouvons-nous mettre en place au sein du milieu scolaire? Alors, l'hyperactivité, donc l'hyperkinésie, ben oui, hein, ça reste un comportement. Hein. L'hyperkinésie, sa définition, c'est d'être plus agité que quelqu'un du même âge. Hein. D'accord? L'hyperactivité, il ne faut pas oublier que c'est présent dans un grand nombre d'autres pathologies. Hein. D'accord? Donc, ce n'est pas... C'est quelque chose, ça fait partie de la symptomatologie TDAH, mais ce n'est pas uniquement présent que dans le TDAH. Vous avez des personnes qui sont dépressives et qui manifestent de l'hyperactivité. Donc l'idée, c'est de voir dans quelle mesure, de 1, ce n'est pas autre chose éventuellement que le TDAH, donc est-ce que c'est pas un symptôme d'une autre pathologie, déjà. De 2, ce que j'ai envie de dire, c'est que si il n'y a pas de retentissement, il n'y a pas de retentissement en famille, il n'y a pas de retentissement sur le fonctionnement cognitif, il n'y a pas de retentissement spécifique à l'école, pourquoi aménager quelque chose? C'est une acceptation du fonctionnement, en fait. Donc, je suis un peu... j'ai envie de dire, on va rien mettre en place, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble, en fait. C'est même pas de l'hyperkinésie en soi, c'est oui. La question, elle est toujours de se poser, c'est présent, c'est un comportement qui est présent, vous avez des gens qui sont plus agités, qui sont plus hyperactifs que d'autres, et à qui ça ne pose pas problème. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de trouble, en fait. Hein. C'est leur fonctionnement qui est comme ça. Donc, c'est important de le voir comme ça. Après, en termes d'aménagement scolaire, ce qu'il faut, c'est, si on doit en mettre, par rapport à de l'hyperactivité vraiment qui dérangerait et dans les apprentissages, et dans la classe, et l'enseignant, c'est d'avoir ces moments de pause, cette capacité à pouvoir extraire du lieu non stimulant, ou alors d'apporter plus de stimulation, effectivement, hein, au travers d'élastiques éventuels, de pouvoir agiter, de pouvoir décharger au niveau moteur d'une autre façon, sans faire de bruit, et ainsi de suite. Et ça, c'est de l'essai-erreur, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'aménagement spécifique à l'hyperactivité en classe. Elodie, bonsoir, mon fils est TDAH, est-il possible qu'il développe des TOP rien qu'à la maison? Donc TOP, si je comprends bien, trouble de l'opposition avec provocation, hein, d'accord? Trouble oppositionnel avec provocation. Oui, donc d'ailleurs c'est le cas le plus fréquent, hein, c'est que ça se développe en premier lieu à la maison, et après, avec l'âge, ça a tendance à se répartir. Donc oui, c'est tout à fait possible, et d'ailleurs, ce qui fait souvent que l'environnement, de manière globale, ne comprend pas que les parents viennent en disant si, il y a des difficultés, il y a de l'opposition à la maison, il y a des troubles à la maison, alors que personne d'autre ne les voit. Et donc il y a des manques de compréhension qui peuvent apparaître. Bonsoir à tous les nouveaux arrivants, je vois que vous êtes déjà presque 150, donc merci en tout cas de suivre ce live d'une heure, questions-réponses sur le TDAH. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Alors, clairement, hein, je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions, je suis déjà très en retard sur tout ce que vous avez, toutes les questions que vous posez, mais je répondrai systématiquement après dans le chat à toutes vos questions. Alors, Hélène, qu'est-ce que le neurofeedback? Alors, le neurofeedback, l'idée, c'est qu'on vous met un casque EEG sur la tête et on vous fait faire des exercices où on vous fait observer certaines situations en direct, où on vous fait écouter aussi soit de la musique, des émissions et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que le casque a pour objectif de capter au niveau cérébral les réseaux attentionnels et de se dire là, ok, il est concentré, c'est bon. Et donc il se passe quelque chose. Je vous donne un exemple. Moi, ce que j'ai pu tester, c'est un casque avec un écran devant moi et c'est un jeu avec des avions qui passent dans des anneaux. Tant que le casque capte que vous êtes concentré, l'avion passe dans l'anneau. Quand il capte une déconcentration, d'accord, donc au niveau du casque,
il capte que vous êtes déconcentré, que votre esprit part ailleurs. L'avion, en fait, ne passe pas dans l'anneau, passe à côté. En voyant ça, vous avez un feedback visuel sur le fait que vous n'êtes pas concentré et hop, vous vous reconcentrez. Et donc par entraînement, vous allez avoir cette idée de être capable de mieux se concentrer, tout simplement. Donc voilà, alors, Marie, comment expliquer qu'un adulte TDAH peut avoir un côté très clair, structuré dans son travail, très désorganisé, et problème de gestion de temps pour gérer sa maison, procrastination notamment? Par le manque de stimulation. C'est-à-dire que dans le TDAH, on a une des hypothèses cognitives du dysfonctionnement TDAH, c'est le circuit de la récompense. C'est cette idée qu'il y a besoin de stimulation immédiate et qui renforce, notamment au travers des circuits motivationnels, le fonctionnement du TDAH. Donc tout le monde, en gros, est plus concentré quand il est motivé. D'accord? C'est pas un truc spécialement nouveau, c'est comme ça. Dans le TDAH, on voit que ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, potentiellement, le travail clair, structuré, c'est peut-être parce qu'il est suffisamment stimulant pour capter l'attention d'une personne avec un trouble déficit de l'attention. Trouver, en fait, notre centre d'intérêt majeur et d'être capable de se focaliser, ben en fait, on va pouvoir se concentrer. Quand vous rentrez chez vous, peut-être qu'il y a ce manque de stimulation. Ou vous êtes fatigué, simplement, d'être ultra concentré la journée et d'être très stimulé la journée. Et donc quand on rentre, la fatigue va faire que les symptômes explosent derrière et potentiellement qu'il y ait une désorganisation et une possibilité de procrastination. Emmanuel, le travail d'endurance en sport notamment est-il pénible et difficile du fait du TDAH? Les enfants TDAH ont certes besoin de sport, mais l'endurance semble difficile. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Alors, de manière générale, il y a un symptôme dans le TDAH, mais qui est plutôt cognitif, c'est de dire qu'il y a une difficulté à l'effort, mais à l'effort cognitif, c'est-à-dire maintenir longtemps un effort par rapport à ça. C'est peut-être ça qui se rencontre dans le sport. C'est une possibilité. Le manque de stimulation, souvent, peut-être, c'est que le problème de l'endurance, c'est que c'est excessivement monotone. Donc, il n'y a pas de pics qui viennent réactiver éventuellement la motivation. Mais là, je suis dans des explications totalement hypothétiques, hein, Emmanuel. Donc, le lien entre TDAH et sport, vraiment, et surtout les mécanismes en lien avec le sport et le TDAH, on sait que ça a un effet, notamment sur le circuit motivationnel, et ainsi de suite, ça, c'est bon. Mais par contre, effectivement, par rapport à l'endurance, je pense que c'est plus hypothétique ce que je suis en train de vous dire, mais par rapport à la monotonie éventuellement des difficultés, de l'endurance, quoi. Isabelle, comment puis-je aider mon fils autrement que par les rencontres avec le pédopsychiatre avec qui il refuse d'échanger? Il estime qu'il n'a pas à parler de sa vie intime. Alors Isabelle, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Mais sachez qu'en gros, avant l'adolescence, globalement, c'est pas lui qui doit aller chez le spécialiste en fait. En règle générale, on travaille avec les parents. C'est-à-dire que l'accompagnement parental pour mieux comprendre et mieux gérer le trouble de son enfant, c'est ça en fait la base. Donc, potentiellement, on en est là. S'il est adolescent, malheureusement, s'il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie d'y aller. Vous pourrez l'amener tant que vous voulez chez le pédopsychiatre, il ne se passera rien en fait. Et après, à l'âge adulte, c'est vraiment une prise de conscience personnelle. Donc, en gros, en dessous de 11 ans, on travaille avec les parents en premier lieu. Adolescence, ça vient de l'adolescence. S'il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de choses à aller chercher et qu'il n'a pas envie de l'exprimer, vous n'avez rien à faire, malheureusement. Au-dessus, ça c'est la cause de l'adulte. Donc on a 3 cycles comme ça à mettre en place avec les enfants. Angélique, mon avis sur la sémiophonie. Je vous avoue, je ne connais pas du tout. Donc je ne peux pas avoir d'avis ni positif ni négatif. Je ne sais pas. Désolé Angélique sur cette question. Mais je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Je n'ai aucun avis dessus. Merci en tout cas. Encore une fois, je fais des petits merci en cours de route. Je vois que vous êtes près de 160 en ligne. Merci beaucoup.
Céline, 11 ans, en 6e, c'est nous les parents qui devons gérer son parcours. Oui, le pédiatre est assez passif. Après avoir établi le diagnostic avec une neuropsie, il nous laisse gérer seuls les professionnels à voir. Quels seraient les professionnels? Voir le professionnel. Il aura un TDAH génétique, il a un rhinoblasto, l'Institut Curie, après la génétique, nous dit que sur le même allèle, il y aura un gène du TDAH. Ben en fait, je vais vous dire que le professionnel que vous allez devoir rencontrer, ça dépend des difficultés que votre enfant a, quoi. C'est-à-dire que le professionnel, il peut changer selon les difficultés que vous rencontrez avec lui, Céline. Donc là, tout de suite, je ne saurais pas vous dire c'est ce professionnel-là qu'il faut voir. Ça dépend sur quoi le TDAH retentit, quelles sont les difficultés dans la vie quotidienne, le problème de vie quotidienne que vous rencontrez ou que votre enfant, votre fils rencontre aujourd'hui. Donc, gérer son parcours, d'accord. Est-ce qu'il a des difficultés scolaires? Est-ce qu'il a des difficultés comportementales? Est-ce qu'il a des difficultés de relations sociales? Et selon l'importance des difficultés dans un ou l'autre domaine, à ce moment-là, on propose l'un ou l'autre professionnel. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que normalement, hein, c'est le médecin qui pilote cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est lui qui, normalement, vous aiguille par rapport aux demandes et au retentissement du trouble. Logiquement, c'est lui qui doit le faire, étant donné que le diagnostic est posé, normalement, il pilote la suite. Si pas, c'est le psychologue ou le neuropsychologue que vous avez rencontré, qui a fait des évaluations avec votre enfant et qui devrait être capable d'aiguiller au mieux, selon les meilleures recommandations, le parcours de soins de votre enfant. Et j'ai envie de dire, pas que de votre enfant, mais de vous aussi. C'est-à-dire de la famille en entier. C'est ultra important. Samia, donc ma fille de 13 ans, TDA, sans hyperactivité, elle a des aménagements raisonnables, mais pas faisables pour le CE1D à part la police d'écriture et recto. Est-ce normal? Merci, bon courage à tous. Alors Samia, pour ça, moi je vous conseille de vous rapprocher plutôt des logopèdes, orthophonistes, qui sont beaucoup plus au clair en fait sur les décrets d'aménagement raisonnable, notamment pour le CE1D. C'est-à-dire que il y a des décrets officiels sur ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, malheureusement, dans ces aspects d'aménagement raisonnable. Et ces aménagements varient selon que c'est une évaluation de fin de cycle ou si c'est des évaluations au cours pendant l'année. Étant donné qu'ils changent régulièrement, moi je ne suis pas en fait les différents décrets, donc c'est vrai que voilà, moi je vous recommanderais vraiment soit de vous rapprocher de logopèdes orthophonistes ou alors orthopédagogues qui sont souvent assez bien renseignés sur ces questions d'aménagement raisonnable et des approches en tout cas de ce qu'on peut mettre ou pas en place par rapport aux difficultés rencontrées par votre fille. Alors, comment faire la différence entre un TSA et un TDAH? Alors, les critères de diagnostic sont bien séparés. Hein. C'est-à-dire que dans le TDAH, vous avez toutes les sphères inattention, hyperactivité, impulsivité, avec le fait que c'est présent depuis plus de 6 mois et que c'était présent avant l'âge de 12 ans, que ça retentit au quotidien, ça doit être présent dans plus d'un environnement et que ce n'est pas mieux expliqué par autre chose. Dans le TSA, vous avez 3 grandes sphères, les comportements répétitifs, la communication sociale et les intérêts restreints. Ce sont 2 choses qui sont scindées, qui peuvent être associées du fait de difficultés au niveau cérébral, au niveau exécutif notamment, mais qui globalement, en termes de symptômes, vous avez des choses bien séparées. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir d'un côté tout ce qui est communication sociale, de l'autre côté des intérêts restreints, et enfin les comportements répétitifs. Ça fait partie vraiment du trouble du spectre de l'autisme. De l'autre côté, vous allez avoir des aspects plutôt, justement, inattention, hyperactivité, impulsivité, mais qui peuvent se croiser. Donc le diagnostic différentiel, il peut être très compliqué dans ce cadre-là. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui envoient dans le neurofeedback. Donc, Stéphanie, oui, tu envoies en première intention vers le neurofeedback, les parents sont contents, j'ai envie de dire, tant mieux, c'est super.
D'accord? C'est pas ça qui fait que c'est efficace. Tu le sais bien, hein. Je veux dire, les données, en tout cas, sur le neurofeedback aujourd'hui, ben, elles sont pas folles, en tout cas, dans le cas du TDAH. Tant mieux si ces parents vont chez un praticien en neurofeedback en première intention, ils en ressortent contents, c'est génial. Continuons, voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que de manière globale, le neurofeedback est efficace en première intention sur le TDAH. Ça, par contre, on ne peut pas le dire parce que les données ne vont clairement pas dans ce sens-là. Alors, Evelyne, le diagnostic de TDAH a été remis en question par d'autres médecins car la relation duel se passe mieux lors des tests. Refus de médicalisation du coup. Comment l'aider pour ses apprentissages, autant à la maison qu'à l'école? Le souci se pose aussi pour son frère de cœur qui est plus hyperactif, donc cela pose souci sur les enseignants non formés et ses troubles en plus de leur dysgraphie. Alors, Evelyne, la question du diagnostic qui est remis en question parce qu'en relation duel ça se passe mieux, c'est juste la preuve en fait des médecins qui connaissent pas le TDAH. Hein. C'est-à-dire que le TDAH, je veux dire, en face à face, dans des endroits calmes, là où vous avez des relances non-stop, de manière générale, ça va plutôt bien. D'accord? Pas toujours, hein, ok? Mais ce sont des moments, j'ai envie de dire, presque... Enfin, c'est un moment qui est presque optimal pour le TDAH. Il y a quasiment pas d'interférence, il est en face à face, on relance non-stop. Donc forcément, en relation duel, souvent, ça va beaucoup mieux. Si on a des praticiens qui réfutent encore des TDAH sur base de cette observation unique, c'est juste la preuve qu'ils connaissent pas le TDAH. Donc ça, c'est très difficile, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pas ça, c'est une observation clinique qui est très large, qu'on va regarder au travers des interactions parents-enfants, on va questionner les parents de comment ça se passe à la maison, on va questionner les enseignants en classe, on va avoir des entretiens, on a un entretien minimum clinique avec les parents pour voir comment ça se passe, un entretien avec l'enfant, et on va avancer de cette façon-là. Donc c'est vrai que ça, c'est le minimum pour poser le TDAH. Donc le diagnostic, il ne doit pas se réfuter sur le simple fait qu'en face à face, ça marche bien. Donc ça, c'est une chose. Après, comment l'aider pour ses apprentissages? La question, c'est en gros, quel est le problème? C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui pose problème dans les apprentissages? C'est ça, en fait, qui va changer. On ne prend pas en charge un TDAH à l'école. Ça, c'est super important à bien avoir en tête. C'est pas le TDAH qu'on prend à l'école, c'est les difficultés qui sont engendrées par le TDAH à l'école. C'est-à-dire que si on veut mettre des choses en place, faut être très spécifique, faut vraiment être faut vraiment déjà faire attention à pas mettre des aménagements, genre des choses très générales. Ah, il est TDAH, donc on met ça en place. Ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment important. On a une super méta-analyse qui est sortie sur le sujet, en disant en fait que les aménagements scolaires dans le TDAH, ça marche... Enfin, de prendre le TDAH et de dire il est TDAH, je vais mettre ça comme aménagement, ça n'a pas de sens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a un TDAH, certes, quelles sont ses difficultés, et on essaye vraiment de construire un plan d'accompagnement très personnalisé par rapport aux difficultés de cet enfant-là. Il n'y a pas d'aménagement du TDAH en classe. Donc, j'ai pas de réponse directement pour vous dans comment l'aider dans ses apprentissages, autant à la maison qu'à l'école, parce que ça va dépendre des difficultés qu'il rencontre. Ce qu'on sait par contre, c'est que, et c'est une base, et c'est pas spécifique au TDAH, c'est spécifique à tous les enfants d'une classe, c'est qu'on sait que faire du feedback fréquent, spécifique, donc de dire quand c'est bien ou que c'est moins bien, mais de préciser ce qui est bien, ce qui est pas bien, à chaque fois. Donc pas simplement dire ouais c'est bien, ça ne sert à rien. C'est l'idée de dire ouais super, tu as fait ça. De le faire fréquemment, de manière spécifique, d'accord? Et bien ça on sait que ça a plus de chances de fonctionner, en tout cas pour capter la motivation et l'attention des enfants de manière générale, TDAH ou pas. Ça, on sait que ça marche plutôt bien. On sait aussi que, par exemple, la métacognition fait réfléchir, ça marche plutôt bien. Et encore, hein, les données sont pas folles, hein, mais on sait qu'il y a des choses qui, quand même, fonctionnent plutôt pas mal. Plutôt que de dire tu as une erreur là, c'est ça la réponse, c'est là, ce n'est pas la bonne réponse. Quels sont les outils que tu as à ta disposition autour de toi? Qu'est-ce qu'on a vu ensemble qui te permettrait de trouver la bonne réponse? Ça, de manière générale, on voit que ce sont des choses, des pratiques qui, au niveau scolaire, marchent très bien TDAH ou pas. Et après, on a des approches, vraiment des programmes complets d'accompagnement sur la structuration scolaire, des devoirs, de l'organisation, de la gestion du temps qui existent, mais ce sont des méthodes qui sont beaucoup plus lourdes à mettre en place.
Alors, Mélanie, différence entre Rilatine et Abilify dans les médicaments, j'ai envie de dire, orientez-vous vers les médecins pour ça. Moi, je suis neuropsychologue. Je ne me permettrai pas de me placer à la place des médecins par rapport à ces questions autour de la médication et ainsi de suite. Je ne me permettrai pas de le faire. Comme je l'ai déjà dit lors du premier live, je peux donner des infos très généralistes. Mais par contre, sur les différences de médicaments, sur les effets et ainsi de suite, je ne me permets pas de le faire. Je ne me pense pas vraiment habilité à le faire. Donc, alors Léa, j'ai répondu partiellement justement sur l'aspect de ce qu'on peut mettre en classe par rapport à ça. Alors, Ouda, ma fille de 10 ans TDAH et cœliaque, passe à la maison et sur médication depuis peu de temps. Est-ce que ce comportement très agressif et l'extrasensibilité sont dus au TDAH ou à la maladie cœliaque ou à un éventuel autre trouble? Top par rapport, par exemple, pour info, elle refuse de voir à nouveau des thérapeutes. Ben là, comme ça, sans connaître votre fille, TDAH et maladie cœliaque, je peux pas vraiment avoir d'avis. C'est-à-dire que les comportements très agressifs, l'extrasensibilité, voilà, ça dépend dans quelles conditions, ça dépend un petit peu de l'environnement, ça dépend de plein de choses, donc j'ai pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que, oui, ça peut être du TDAH, oui, ça peut être la maladie cœliaque, oui, ça peut être un trouble de l'opposition. J'ai pas de meilleure réponse malheureusement pour vous. Ça va être très 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 compliqué. Véro, donc Véro Lefebvre, est-ce que je peux poser une question sur le TDA? Mais allez-y, on est là pour ça. Donc il nous reste une demi-heure à passer ensemble, à pouvoir répondre, à essayer de répondre à un maximum de questions. Donc oui, évidemment, posez vos questions. C'est un live questions-réponses. Donc Brigitte, la ritaline peut augmenter l'anxiété. La rilatine peut augmenter l'anxiété. Oui, c'est un des effets secondaires possibles. Chez les personnes très 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 anxieuses, ça peut augmenter les aspects d'anxiété. Oui. Mais encore une fois, tournez-vous vers vos médecins qui peuvent clairement beaucoup mieux répondre que moi par rapport à ces aspects-là. C'est leur devoir aussi de vous répondre par rapport à ces questions autour de la médication. Hein. Donc n'hésitez pas à leur poser ces questions-là. Sophie, mon fils qui vient d'avoir 5 ans est comme une pile électrique. Ah, ça j'en ai entendu beaucoup. Il a eu un test PEP-R au niveau du langage il y a 3 ans et demi, et pour le reste bien calqué à son âge. De plus, problème de réflexe archaïque, est-ce qu'un trouble de l'audition peut justifier son comportement? Oui, ou un trouble du langage, oui, bien sûr, ça peut. Donc tout est possible dans ce cadre-là, c'est-à-dire un trouble du langage, un trouble de l'attention, le trouble X ou Y, tout est possible. Donc bien sûr, c'est à voir avec par rapport aux difficultés rencontrées, bien sûr. Alors, Chris Lee, mon fils est TDAH avec dyslexie, il est sous Rilatine, mais aujourd'hui sa Rilatine... Ah zut, j'ai pas vu le... J'ai pas vu la question, je suis désolé. Je ne... c'est passé. Tac... qui s'agace... Alors, j'essaie de suivre les messages, hein, vraiment. Hop, ça... Alors, pour les messages, voilà, avec un bienfait des plantes... pour tout problème de vie, contactez-moi par WhatsApp, on va éviter, hein, bien sûr. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre de commentaires, évidemment. C'est pas quelque chose que je soutiens personnellement. Hein, donc vraiment, c'est important par rapport à ça. Ah, Perrine, Pascal, bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Alors je regarde, bonsoir, bonsoir. Tac, 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 tac. Alors, je vois que certaines personnes répondent à des commentaires que j'ai faits. Tanit, peut-il y avoir une confusion entre TDA et TSA? Oui, bien sûr. Donc, il peut y avoir des confusions entre les deux, hein, voire même des associations entre les deux. Donc, ne pas croire que forcément c'est isolé. Non, on peut avoir un TSA et un trouble de l'attention, mais il faut savoir aussi que dans le TSA, on peut avoir des difficultés
attentionnelles qui peuvent être présentes, hein, ne fût-ce que pour la relation au monde simplement, ou l'hypersensibilité, l'hypersensorialité, pardon, que des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme peuvent avoir, forcément ils vont avoir des décalages aussi au niveau attentionnel. Hein. Donc on peut voir ce genre de choses qui peuvent apparaître. Donc il peut y avoir confusion, il peut y avoir aussi association des deux. Donc, merci Hélène pour le petit lien vers la sémiophonie. Hop. Alors, je passe encore une fois les messages. N'hésitez pas, si j'ai passé certains messages, à me relancer, évidemment. Donc, alors, petit souci. Tac. Hop. Alors, tac. Nathalie, quels sont les aménagements à envisager pour un adulte TDAH, mis à part des pauses régulières et une surstimulation? Alors, Nathalie, ça dépend encore une fois des difficultés que vous rencontrez directement. C'est-à-dire que ces aménagements, ces stimulations et ainsi de suite, ils vont être présents par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Il n'y a pas d'aménagement tout fait. Par exemple, pour les adultes, on va parler d'ergonomie cognitive. Et ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir mettre en place des aspects d'ergonomie cognitive éventuels par rapport à des difficultés précises que vous rencontrez dans votre métier. Donc en gros, il faut avoir des données sur votre métier, à quoi vous êtes confronté, quelles sont les difficultés, et d'essayer de dégager les possibilités. Parce que c'est un lien forcément entre le métier et ses contraintes, avec le fonctionnement du TDAH dans ces contraintes-là. Donc c'est vraiment de l'analyse d'ergonomie pure et individuelle dans ce cadre-là. Caroline, est-ce que j'ai des notions de groupe Barclay possibles en visio? Pour avoir formé beaucoup de professionnels à l'approche Barclay, je peux regarder en tout cas si des personnes en font en visio. J'ai une collègue qui est en Bretagne et qui en fait en visio d'ailleurs. C'est Lisa Mignot, je pense, qui est peut-être là d'ailleurs, mais qui fait du Barclay. Ouais. Donc bien sûr. Oui, Perrine, vive l'orthopédagogie. Mais oui, c'est bien que c'est quelque chose qui est ultra important pour chaque personne. Quelle raison une médication ne pourrait-elle pas être prise sur le long terme à l'âge adulte si le TDAH continue d'être invalidant, malgré les aménagements psy si. Enfin, moi, je ne vois pas... Enfin, la seule raison qui ferait qu'une médication ne peut pas être prise sur le long terme, c'est qu'il y ait des effets secondaires négatifs très importants et qui ferait qu'il vaut mieux arrêter. Donc, par exemple, une grosse entrée en dépression à un moment donné, et de se dire que la médication risque de pousser encore plus. Sinon, je ne vois pas spécialement des problèmes de cœur, éventuellement, des problèmes cardiaques, des problèmes vraiment des problèmes médicaux qui empêcheraient de pouvoir le mettre en place, quoi. Mais c'est un peu... À part ça, je vois pas très bien. Caroline, bonsoir. Lien entre TDAH, surtout hyperactivité, impulsivité, réflexe archaïque, qu'en pensez-vous? Les orthoptistes de mon secteur évoquent un lien de causalité. Bon, déjà, voilà. Donc, Caroline, il n'y a pas d'études sur le lien de causalité entre les réflexes archaïques et le TDAH. Ça, c'est un point. La revue de littérature, moi, alors, j'ai pas fait une revue de littérature complète, mais il y a une corrélation, d'accord? C'est-à-dire que chez les TDAH, on s'aperçoit que certains réflexes ne sont pas forcément intégrés. C'est une simple corrélation. Il n'y a aucun lien de cause à effet qui a été montré, parce que potentiellement, c'est quasiment impossible à montrer. Ça, c'est un. Deuxièmement, les études sur les réflexes archaïques, aujourd'hui, elles sont extrêmement peu fiables. Il faut quand même être honnête. Je sais que je ne vais pas me faire forcément des amis en disant ça, mais la recherche autour des réflexes archaïques, c'est pas encore fou, quoi. Ça viendra dans le temps, mais laissons le temps aussi aux gens de pouvoir montrer à quel point c'est efficace et pas simplement dire « moi, dans mon cabinet, je sais que ça fonctionne ». Laissons le temps par rapport à ça. Après, vous allez voir quelqu'un qui fait de la rééducation, ça marche, tant mieux, d'accord? Mais moi, personnellement, me basant sur des données de la recherche et faisant le lien avec la clinique, je ne recommanderais pas, en première intention, de faire une prise en charge des réflexes archaïques aujourd'hui. C'est juste ça. Ça marche, tant mieux. J'ai envie de dire, le but, c'est que ça aille mieux. Hein. C'est un peu ça, quel que soit. Vous passez par, je sais pas moi, le chamanisme, ça fonctionne. Tant mieux. Mais personnellement, je peux pas vous recommander d'aller dans ce cadre-là, tout simplement.
Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les données qui nous montrent que c'est effectif et que fonctionnait. Bonsoir Lexia. Alors, Montoya, bonsoir, formation Barclay en visio sur 2 jours, efficace. Formation pour les parents en 2 jours, efficace. Je pense que quand on fait des formations sur 2 jours à visée parentale, c'est pas pour leur dire, c'est pas une vraie approche, c'est pas un vrai accompagnement Barclay. D'accord. J'ai une collègue qui le fait. Ce qu'elle donne, c'est les premiers éléments, les premières constructions de la mise en place d'une guidance parentale. Par contre, clairement, les groupes Barclay, comme ils sont pensés, les groupes Barclay, c'est sur 10 séances qui se font toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce que il y a de l'entraînement entre les séances, il y a des exercices à faire, il y a des choses à produire. En 2 jours, on ne peut pas le faire. Donc, et j'étais le premier à le faire en 2 jours pour des parents. Mais par contre, c'est pas une formation au Barclay, c'est une initiation en fait à la démarche, plutôt. Et il y a des parents qui se retrouvent dans cette démarche-là et qui comprennent très vite les notions, et donc quand ils vont mettre en place, ça peut fonctionner. Par contre, l'approche, souvent, nécessite quand même d'avoir une relance avec les professionnels quand même derrière. Samia, rassurez-moi, avec un suivi neuropédiatre, neuropsy, coaching et 10 mg de rilatine, des enfants réussissent leur scolarité, ça s'estompe en grandissant. Bah, vous savez, il y a des enfants qui ont un TDAH et qui ont pas tout ça comme suivi et qui réussissent très bien leur vie. Hein. Enfin, c'est pas... Voilà. Donc oui, il y a pas... Avec un bon accompagnement et une bonne compréhension du trouble, il n'y a pas de raison que ça s'écroule. Hein. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est important quand même hein, de le savoir. C'est de se dire que tout enfant peut fonctionner, peut réussir sa vie et peut très bien réussir sa vie avec un TDAH. Hein. Donc ça, c'est pas un problème, bien sûr. Faut pas avoir peur par rapport à ça. Le tout, c'est d'avoir un bon accompagnement et d'agir au bon moment. Quand il y a des problèmes, en fait. Peggy, pouvez-vous me donner des informations sur la méthode Barclay? Alors la méthode Barclay, c'est une méthode de guidance parentale. Donc c'est un travail qui est uniquement fait avec les parents. D'accord? L'objectif, c'est de leur donner des stratégies de gestion de comportement chez leur enfant. Ça, c'est vraiment l'objectif, avec 2 visées principales. Diminuer le sentiment de stress parental que les familles rencontrent dans le cadre d'enfants avec des troubles. Et la deuxième chose, c'est d'augmenter le sentiment de compétence parentale. C'est-à-dire d'être parent, d'avoir compris son enfant et de se dire ce que je suis en train de faire, c'est la bonne solution, je suis en train de faire les bonnes choses pour mon enfant. Et quand on a ça, en fait, la méthode, ça va être 10 étapes qui vont se structurer les unes par rapport aux autres, où on donne des techniques pour gérer les comportements à la maison. Et c'est cette façon-là, en fait, qu'on va aménager les choses. Donc, il y a une acceptation du fonctionnement de l'enfant de la part des parents, et derrière, des stratégies qui vont permettre de gérer les comportements, et en retour, on espère une baisse de comportements négatifs, une augmentation des comportements positifs, et de se dire que ça va mieux pour le climat familial. C'est vraiment ça. Il faut savoir que les programmes style guidance parentale sont les recommandations, dans les recommandations internationales, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place presque en première intention. Derrière la psychoéducation, c'est-à-dire après l'explication du trouble aux parents, à l'enfant éventuellement, c'est ça qu'on devrait mettre en place. Julie, à partir de quel âge un enfant peut être diagnostiqué? Alors, selon les études américaines, on peut commencer à partir de 4 ans et demi. Il y a une vieille légende qui dit qu'on ne peut pas diagnostiquer avant 6-7 ans. C'est marqué nulle part. Hein. Donc, il y a des études qui montrent qu'à partir de 4 ans et demi, les critères de diagnostic sont tout à fait valides chez les enfants. Donc, les critères de diagnostic de TDAH sont tout à fait valides chez les enfants. La seule différence qu'il faut avoir, c'est être extrêmement précautionneux dans l'analyse globale des symptômes, de leur présence, de l'observation parent-enfant et notamment des interactions parent-enfant, d'avoir des très bons entretiens cliniques et d'être capable d'observer les choses de manière globale. À partir du moment où on structure très très bien l'évaluation, il n'y a pas de raison qu'on passe à côté. On a toujours une prudence, hein, forcément, on est prudent, mais si on a fait les choses convenablement et qu'on s'est assuré des critères de diagnostic, à partir de 4 ans et demi, on peut y aller. Hein. Mais il faut vraiment quelque chose de solide hein, en termes d'évaluation. J'ai pas envie de dire que
J'ai pas envie que vous compreniez qu'à partir de 4 ans et demi, on peut diagnostiquer tout et n'importe quoi, et qu'on va le faire avec 2 questionnaires de Connors et une analyse. Hein. Non, hein. On est d'accord qu'il faut vraiment être précautionneux, et on a toute une méthodologie à avoir par rapport à ça. Donc il y a un mythe qui est vraiment une légende autour desquels on ne diagnostique pas avant 6 ans. On peut le faire avant, mais avec prudence. Et avec vraiment des choses bien précises. Tac, tac, tac. Voilà. Là, les réponses autour de 6 ans, en moyenne 5-6 ans, sachez qu'on a des données sur les 4 ans et demi qui sont bonnes. Donc, alors, ah ben voilà, en plus on a des commentaires justement de personnes TDAH adultes qui ont réussi dans leur vie. Donc continuez, donnez justement vraiment cette chance aux gens de bien comprendre, hein, aux parents, que c'est pas parce qu'on a un TDAH à l'enfance qu'on va rater sa vie, hein, loin de là. Par contre, c'est clair qu'il faut faire attention. D'accord. Donc mon fils a fait des tests en suivi au CMPP, il est avéré qu'il est TDAH en plus d'être 10, seulement le CMPP ne prend pas en compte le TDAH, seulement les conséquences. Pourquoi? C'est une très bonne question, Noël. Je sais pas. Il faudrait leur demander directement le pourquoi. C'est une question qui revient souvent, ça. Ben voilà, ils ne prennent pas en compte telle ou telle chose, ils prennent pas en compte telle ou telle chose, et on ne sait pas pourquoi. Posez les questions. Harcelez-les s'il faut, de poser les questions de pourquoi ils prennent en charge de cette façon-là vos enfants. Ça, ce sont vos enfants, quoi. N'importe quel professionnel, non, il doit être capable de justifier pourquoi il prend en charge ça et pas ça. Hein. S'il n'est pas capable de vous l'expliquer, changez de professionnel. Hein. Quand on a une prise en charge, qu'on met des choses en place, en tant que parent, renseignez-vous sur, ok, en gros, quel est l'objectif qui est poursuivi par cette prise en charge? Vers quoi on va? Comment vous allez faire pour arriver à ça? C'est ultra important. N'importe quel professionnel bien armé et qui a l'idée de mettre une prise en charge, il peut vous l'expliquer de pourquoi il prend ça en compte, pas ça en compte pour le moment. Peut-être que c'est une question transitoire pour l'instant, de se dire, c'est pas la priorité aujourd'hui, donc on s'intéresse pas à ça, on va plutôt s'intéresser à ça, et de faire évoluer éventuellement la prise en charge. Donc, n'hésitez pas à poser les questions, allez-y. Et s'ils vous répondent pas, c'est qu'il y a un problème, en tout cas, c'est que eux-mêmes sont pas au clair sur la façon de mettre des choses par rapport à ça. D'accord? Donc Catherine, merci de donner les références théoriques pour poursuivre les informations. Oui, pas de souci. On fera, je vous présenterai les éléments par rapport à ça. Je ferai un petit tour des questions-réponses et des demandes qui sont faites. Donc Catherine, pas de souci, je vous présenterai ça. Alors, Glick, c'est un enfant qui cumule TDAH et haut potentiel. Faut-il attendre que l'enfant s'effondre en classe, niveau résultat, pour proposer des aménagements à traitement de la remédiation? Ben, en soi, on ne prend pas en charge quelque chose qui pose pas de problème. Donc s'il a un TDAH et un haut potentiel et qu'il n'y a pas de problème scolaire, moi je ne mettrais pas en place d'aménagement et ainsi de suite. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble en fait. C'est ultra important d'avoir ça en tête. Si ça ne pose pas de problème, c'est pas un trouble, c'est un mode de fonctionnement. Hein. Donc, oui, on va attendre, pas qu'il s'effondre, parce qu'il va pas s'effondrer du jour au lendemain. Hein. Enfin, c'est qu'il y a des signes d'alerte avant. Hein. Il y a des choses quand même qui apparaissent. D'accord? Et ça, on vous l'a expliqué quand on a évalué votre enfant et qu'on vous a dit il a un haut potentiel, tac, on vous a expliqué à quoi faire attention éventuellement et de développer certains éléments. Tac, il a un TDAH, faites attention à telle ou telle chose, on va anticiper les choses éventuellement. Donc, si on est alerte par rapport à ça et qu'on vous l'a expliqué, évidemment, on attend qu'il y ait un problème pour agir. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, quoi. Et on risque de créer des problèmes en mettant des prises en charge sur quelque chose qui ne pose pas problème. Donc aujourd'hui, ça c'est super important aussi à avoir. Hein. C'est que on ne sait pas comment il va évoluer. Donc, faisons-lui confiance, mais soyons attentifs à son évolution et à comment ça se passe et comment réagir, être proactif dans le côté de « Ok, là je vois que ça, on va intervenir, on va travailler avec lui, on va mettre des choses en place. » Donc oui, bien sûr. Anna Karen, les apports du programme PIFAM dans les difficultés du TDAH. Alors, PIFAM, c'est quelque chose qui est très très utilisé, qui est mis en place à certains endroits. Certaines personnes aiment, d'autres personnes n'aiment pas.
La seule chose en fait de PIFAM qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est qu'on n'a pas de données d'efficacité. Il n'y a pas d'études sur l'efficacité PIFAM aujourd'hui. Donc ça peut être bien, et en même temps, voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est un essai, quoi. C'est un essai plutôt habilité sociale, échange, maîtrise de la compréhension, une forme de psychoéducation du TDAH pour l'adolescent. C'est un peu ça. Donc, why not? Vraiment. Quels sont les accompagnements pour les familles dont vous parlez? Donc les guidances parentales, c'est les PEHP, donc les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. De plus en plus, ça se développe dans le monde francophone en Europe, alors que ça fait 40 ans que ça existe aux États-Unis, quoi. Et au Canada aussi, ça fait un paquet d'années que ça existe. Et ça, c'est vraiment cette question de la reconnaissance par rapport à ça. Donc, programme d'entraînement aux habilités parentales, j'en parle beaucoup sur la page, justement, Facebook, ici. Donc, n'hésitez pas à regarder sur la page, il y a des interventions. J'essaye de publier pour le moment un article par semaine autour d'aide aux devoirs, aux parents et ainsi de suite sur la question. Mercredi, allez, en avant-première, comme ça vous le savez, mercredi, l'article, c'est pour les professionnels, pour le coup, de quoi doit-on parler avec ses patients après le diagnostic de TDAH. Donc, quelles sont les recommandations, en fait, quels sont les éléments d'information qu'on va pouvoir donner aux parents après le diagnostic, quand le diagnostic est posé par le médecin. Donc, en gros, quelle est la première étape de psychoéducation qu'on va mettre en place. Donc, comme ça, mercredi, l'article sort sur la page. Vous n'hésitez pas à suivre. Alors, Anastasia, est-ce qu'il existe une corrélation entre TDAH et haut potentiel intellectuel? Pas à ma connaissance. C'est-à-dire que il n'y a pas plus de haut potentiel dans le TDAH et il n'y a pas plus de TDAH dans le haut potentiel. Donc, a priori, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les deux. On peut avoir les deux, mais globalement, c'est pas lié. Le bilan neuropsy a donné des valeurs subnormales alors que dans son quotidien, le TDAH est très éveillé à des réponses très justes à l'oral. Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles, Tanit. Ça dépend vraiment du profil. Donc, alors, je vois que vous discutez, donc oui. Peut-il y avoir un lien entre le TDAH et l'apparition de TOC, Marie-Christine? Alors, oui, il y a des corrélations, en fait, il y a des comorbidités présentes. Donc, des enfants qui vont avoir un TDAH avec de l'anxiété ont plus de risques de développer des TOC, par exemple. Donc oui, il y a une corrélation, il y a même une corrélation assez importante entre le TDAH et le syndrome Gilles de la Tourette. Syndrome sur lequel on est très peu bien formé en France et en Belgique de manière générale. Sauf quelques-uns qui sont très très bien formés sur la question, mais c'est vrai que beaucoup de psychologues, neuropsychologues passent à côté en fait des TOC, des tics et du syndrome Gilles de la Tourette dans le cas du TDAH, et donc oui, il peut y avoir un lien entre l'apparition des deux, bien sûr. C'est entre, en tout cas, l'apparition de TOC consécutif à des TDAH et notamment à l'anxiété qui est présente. Donc Myriam, bonsoir, je trouve que vous avez complètement raison. J'adore le début de votre phrase, Myriam. Donc, non, je rigole, hein. Mais quand vous dites que c'est les parents qui doivent d'abord être accompagnés pour comprendre et vivre un enfant TDAH, bien sûr, mais quel thérapeute peut nous aider à mieux réagir face à un enfant TDAH? Les psychologues, neuropsychologues, les orthophonistes, les éducateurs, qui sont formés aux approches de guidance parentale dans le cadre du TDAH. Globalement, c'est eux qui vont être capables d'accompagner. Donc, bien sûr qu'il y a une quantité de professionnels, pas assez. Pas assez. Et sincèrement, on se démène pour les former, vraiment, je peux vous assurer. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le compte, justement, la semaine passée. Je pense que j'ai formé entre 200 et 300 professionnels aux approches de guidance parentale en Belgique et en France sur la question. Je sais que par exemple Céline Clément à Strasbourg, qui est une experte de la guidance parentale, elle forme énormément de professionnels aujourd'hui à cette question. Ça se développe, ça se met en place. Continuez à regarder par rapport à ces approches, demander s'ils font de la guidance parentale spécifique pour le TDAH et des PEHP, donc PEHP, programme d'entraînement aux habiletés parentales, et continuez à trouver ces personnes. Vraiment, c'est extrêmement important.
Ça fait partie des recommandations internationales. C'est pas un choix, en fait, qu'on essaye de laisser aux gens de dire « Oh, ben, peut-être que ça serait bien de... » Non. Psychoéducation, programme d'entraînement, médication associée à des thérapies. C'est dans cet ordre-là que les recommandations vont aujourd'hui pour la prise en charge du TDAH. Je ne cesserai de le dire, même si des gens vont me dire le contraire, mais c'est comme ça et c'est pas autrement qu'on devrait envisager les choses aujourd'hui. Donc, alors, Jeanne, bonjour, quels sont les signes indéniables qui doivent nous alerter concernant un élève et comment aborder les parents pour amener à consulter un neuropsychologue? Alors moi, je vous dirais pas forcément d'aborder, de consulter un neuropsychologue, mais juste déjà vous poser la question, de renvoyer plutôt vers des neuropédiatres, pédopsychiatres, le médecin directement. C'est eux qui vont pouvoir piloter les diagnostics aujourd'hui. Je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est vraiment ça. Quels sont les signes? Inattention, impulsivité, hyperactivité. Ce sont les 3 signes du TDAH. Ça ne veut pas dire que c'est un TDAH, mais vous, en tant qu'enseignant, c'est les 3 signes que vous devez regarder. Une grosse distraction qui entrave les apprentissages, une impulsivité monstrueuse qui entrave les apprentissages et les autres, et les aspects d'hyperactivité, d'agitation qui dérangent et qui lui perturbent aussi dans ses aspects sociaux éventuels. Ça, c'est les 3 signes que, en tant qu'enseignant, vous devez avoir en tête. C'est tout. Hop, réorientation, on s'assure d'eux, et après, c'est le travail des professionnels d'analyser ces symptômes et de se dire à quoi ça correspond. Si vous avez des questions sur le syndrome Gilles de la Tourette, sur les tics et les tocs, il y a Maëva Roulin de Genepsy qui est dans le chat. N'hésitez pas à lui parler, c'est une spécialiste de cette question. Donc ça, j'ai répondu sur le TDAH et le haut potentiel. En ce moment, il est violent, insultant, nous a mis rien ne marche. Donc, bonsoir, mon fils est TDAH sévère et sous traitement. Nous sommes en attente de tests pour d'éventuels d'autres problèmes, oui, et en ce moment, il est violent, insultant. Nous avons mis des renforçateurs, mais rien ne marche, ni les pictos. Pouvez-vous nous aider? Alors, l'idée, c'est que je vous réorienterai vraiment vers la guidance parentale. Renforçateur, c'est très bien, c'est une première étape, mais c'est pas suffisant en soi, d'accord? Donc, c'est pas suffisant. L'objectif, ça va être d'avoir un programme de structuration autour des difficultés de comportement qui sont rencontrées. Alors, dans le cadre de la violence et des aspects insultes et autres, il y a des programmes de résistance non violente qui existent, qui sont développés notamment à Montpellier avec Nathalie Franck, qui est pédopsychiatre, qui développe ces approches, qui forme d'ailleurs à ces approches et qui accompagne des parents également sur ces aspects-là. Donc, merci. Alors, on arrive doucement sur la fin de ce live questions-réponses. Alors, je vais choisir une dernière question dedans. Je tiens déjà à vous dire un énorme merci pour cette heure avec vos questions qui sont extrêmement pertinentes, qui me font aussi réfléchir et d'essayer de répondre au maximum à vos informations. Je vous promets, je repasse sur l'ensemble des questions que vous avez posées. Donc même si après le live, vous voulez reposer des questions, mettez-les, d'accord? Dans tous les cas, au vu du nombre de questions, au vu du nombre de demandes et ainsi de suite qui sont présentes, sincèrement, ça m'encourage énormément à en faire un par mois d'office, d'accord? Donc je vais vraiment garder cette idée, si ça vous convient, évidemment, n'hésitez pas, si vraiment vous me dites non c'est nul, ça sert à rien, ok, je ne me force pas à le faire, hein, mais si ça continue, si ça vous semble pertinent, si vraiment vous souhaitez que je continue à faire ces lives, dites-le moi évidemment dans les commentaires pour que je continue avec vous de pouvoir accompagner. Mon objectif en 2021, c'est d'essayer de donner un maximum d'informations autour de TDAH, de me mettre entre guillemets à disposition un maximum pour vous, que ce soit au travers d'articles, que ce soit au travers de vidéos YouTube, au travers de ces lives ici. Voilà, je vais essayer vraiment un maximum de diffuser de l'information et de vous accompagner au mieux au travers de cette compréhension du trouble. Donc n'hésitez pas, vous mettez des commentaires si ça vous semble pertinent, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous aimez pas, voilà, n'hésitez pas, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème sur la critique négative, à partir du moment où elle est argumentaire. C'est-à-dire que juste me dire j'aime pas, ok, c'est votre avis, mais j'en tiendrai pas compte, je vous le dis franchement. Je vais être honnête avec vous. Par contre, si vous me dites, ben voilà, j'aime pas, j'aimerais que ça s'améliore de telle façon, j'aimerais plutôt des réponses par rapport à ça, allez-y évidemment,
pour moi, c'est ultra important pour faire évoluer les choses au quotidien. Donc vraiment, merci, vous avez encore été à certains moments plus de 150 présents, je trouve ça extraordinaire pour ma petite, la petite intervention comme je la fais ici. Donc vraiment, merci beaucoup. Et donc je vais juste choisir une dernière question, et comme ça après je vous laisse votre soirée tranquille, mais vraiment, faut pas hésiter sur vos questions, j'essaierai vraiment d'y répondre au maximum. Alors, je prends une question au hasard. Tac. Alors, regarde, ok. Merci, je vois tous les, je vois tous les commentaires, merci. Alors, Hélène, j'ai répondu sur le travail des réflexes archaïques pour les enfants TDAH. Hop, je remonte. Alors, Perrine répond, c'est parfait. Pour l'orthopédagogie, même chose. Vous avez Perrine Bigot qui est là. N'hésitez pas, posez-lui les questions. C'est sans doute une des personnes, c'est une en tout cas des recommandations que je peux vous faire sur cette question de l'orthopédagogie, du lien avec l'école, des informations qu'elle transmet et surtout de sa joie de vivre et des informations qu'elle est capable de faire passer de manière exceptionnelle auprès des enseignants et des parents. N'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à la harceler, Perrine Bigot qui est dans le chat. En tout cas, c'est génial. Je vois que vous êtes très content des interventions, donc tant mieux. Moi, ça me rassure aussi. Et donc, j'ai dernière question. Peut-on utiliser le questionnaire Snapchat même s'il s'appuie sur le DSM-4 Oui, Val. Pourquoi ? Simplement parce que les symptômes qui sont dans le DSM, qu'ils soient des 4 ou le 5, ils n'ont pas changé en fait. Les symptômes n'ont pas changé entre la version du 4 et du 5. Et la seule chose que le Snapchat évalue, c'est la symptomatologie. Donc, Snapchat, c'est un questionnaire, un petit peu comme les échelles de Connors, si vous connaissez mieux, d'accord ? Mais ça évalue juste des symptômes, la présence de symptômes. Ça n'évalue pas le trouble. On ne diagnostique pas, je tiens vraiment à insister là-dessus, je vais finir là-dessus parce que ça me semble bien. On ne diagnostique pas avec des questionnaires. Hein. Les questionnaires, ils mettent juste en évidence la présence d'une problématique, d'un symptôme au quotidien. Derrière, si on ne se base que sur des questionnaires et qu'on pose des diagnostics là-dessus, on fait une erreur, objectivement. Donc, oui, c'est intéressant, c'est une partie de la récolte des données, c'est le questionnaire qui va récolter des symptômes présents dans certains domaines, à une certaine fréquence, éventuellement un retentissement en particulier, mais l'entretien clinique est extrêmement important et sans doute le seul outil vraiment très pertinent aujourd'hui, en complément des questionnaires, des observations et ainsi de suite, qui vont permettre de poser le diagnostic. Donc oui, le Snapchat, il peut s'utiliser parce qu'il va juste chercher des symptômes qui, entre le DSM-4 et 5, n'ont pas changé. Si on l'utilise de cette manière-là, comme une récolte d'informations, une récolte de présence de symptômes, on peut l'utiliser sans aucun problème. Alors, merci à tous. Merci. Vraiment par rapport à ça. Ah, je vois que... Voilà, Perrine, je suis désolé si t'es harcelé de questions après, hein, je suis désolé vraiment, mais n'hésitez pas à vraiment aller vers elle. Merci à tous ceux qui sont présents, vraiment, vous êtes encore extrêmement nombreux à suivre ça. Je vais vous laisser vous souhaiter une excellente soirée, donc n'hésitez pas, mettez vos commentaires en dessous. Si vous avez encore des questions, il faut vraiment pas hésiter par rapport à ça. C'est vraiment, moi, mon objectif, ça va être de diffuser de l'information. Donc, continuez. Plus vous serez là, plus vous posez de questions, plus j'y répondrai et plus on fera tout ça ensemble. Et on avancera vraiment sur la reconnaissance et sur la connaissance du TDAH au quotidien, que ce soit auprès des parents, auprès des professionnels, auprès des enseignants. On va tout faire pour que le TDAH soit connu, reconnu et maîtrisé par l'ensemble des gens qui vont être touchés par rapport à ça. Donc je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve tout bientôt. De toute façon, le live sera disponible pour ceux qui ont raté éventuellement certains éléments. Il sera disponible sur la page, mais également sur la chaîne YouTube. Si vous avez l'occasion d'ailleurs, la chaîne YouTube avec plusieurs interviews de professionnels, mais également bientôt de parents, vous allez voir, d'enseignants et ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à mettre
à vous abonner à cette page-ci pour essayer de diffuser un maximum d'informations. Et donc je vous souhaite une excellente soirée et donc à tout bientôt pour la suite au travers du TDH. Allez, bonne soirée.